Le code, de fait, apparaît dans le nouveau programme, donc ça s'apprendra bien. De modifier les modes de collaboration aussi. C'est plutôt une approche liée à l'édition pédagogique telle qu'elle est. Bonjour Jean-Marc Monteil. Bonjour. Vous êtes ancien recteur. Vous avez été chargé en mars 2015, sur proposition de Najat Vallaud-Belkacem, par le Premier ministre Manuel Valls, d'une mission sur la politique numérique pour l'éducation nationale. Quel est l'objet de cette mission? Alors, cette mission est une mission qui a un double objectif, au moins. Premier objectif, qui est, alors non pas par ordre de priorité, mais par ordre d'exposition. Le premier objectif, c'est évidemment d'essayer de faire en sorte que l'éducation nationale soit en mesure de répondre à l'entrée dans la société numérique des nouvelles générations. Et l'éducation nationale a probablement une vocation à le faire parce que l'ensemble des petits citoyens français passent dans le système éducatif et la société numérique dans laquelle on est en train d'entrer est une société qui s'inscrit dans une véritable révolution technologique qui aura des conséquences. On va rentrer dans un univers peuplé de capteurs où chacun devra avoir une connaissance minimale de la conséquence de ses comportements, de ses actions, de ses comportements d'achat, de sa mobilité, de sa santé. Très bien. Et il est important que nous partagions une culture commune sur ce nouvel univers qui s'offre à nous, qu'on le regrette ou qu'on le souhaite. C'est une réalité, c'est un fait, donc il faut essayer de s'y adapter pour, dans le meilleur des cas, faire en sorte qu'on puisse s'en servir comme un instrument de promotion, de l'autonomie, du développement personnel, du développement collectif, etc. Et l'éducation nationale ne peut pas, évidemment, ne pas être interrogée par ça, puisqu'elle est le formateur public de ce pays et le plus grand formateur public de ce pays, et c'est une responsabilité considérable. Ça, c'est son premier objectif. Donc il faut mobiliser le terrain pour ça, et dans la mission qui m'est confiée, il y a cette mobilisation du terrain pour qu'on puisse répondre à ça. Alors le terrain, c'est l'ensemble du dispositif éducation nationale, de l'école élémentaire à, évidemment, l'enseignement supérieur et à la recherche. Et ensuite, il y a la deuxième dimension qui est attachée à le numérique dans l'école, c'est-à-dire le numérique dans la classe, pour aller vite, pour faire un peu caricatural. Et cette dimension-là est évidemment une dimension importante parce qu'aujourd'hui, le numérique, si j'ose dire, s'est introduit partout. Et là aussi, c'est un fait, qu'on le regrette ou qu'on s'en réjouisse, c'est un fait. Et donc, comment peut-on utiliser le numérique pour remplir des objectifs qui sont partagés, très largement partagés, qui consistent à faire en sorte qu'on puisse développer et faire développer chez chacun l'ensemble de ses potentialités. Alors, le numérique peut avoir, évidemment, un certain nombre d'effets positif, peut aussi avoir un certain nombre d'effets négatifs, et il faut au moins l'arbitrer. Il faut savoir en effet quels sont les effets positifs et les conditions de l'efficacité du numérique. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de répondre véritablement pour ça, et donc la réponse suppose que les expériences qui sont conduites soient formalisées pour être évaluées, pour être comparées, c'est la raison pour laquelle nous avons une intrusion de la recherche dans ce dispositif. Pas seulement pour qualifier, pour comparer, pour valider, mais également pour essayer de poser un certain nombre de problèmes nouveaux qui sont liés au numérique. Un exemple simple, aujourd'hui on stocke de l'information ailleurs, il y a une externalisation des mémoires, quelles conséquences ça a dans les pratiques d'enseignement. On a la possibilité de rendre les contextes pluriels parce qu'il y a plusieurs supports, auditifs, visuels, etc., dont on sait que cette pluralisation des environnements, des contextes est de nature à favoriser la familiarité d'un certain nombre d'enfants qui ne sont pas familiers avec des présentations un peu unidimensionnelles, un peu classiques de l'école. Donc toutes ces dimensions-là doivent être considérées. Il faut essayer de traiter ça de manière un peu scientifique et rigoureuse pour voir véritablement l'efficacité sur les apprentissages. Car notre objectif, c'est que la relation enseigner-apprendre, qui va être médiatisée sous une forme ou sous une autre, mais de manière assez générale et assez massive, par la présence du numérique. Il faut appréhender ça comme étant un outil à qualifier. Et qualifier cet outil à travers un certain nombre d'expériences qui existent aujourd'hui. Il y a des choses magnifiques faites sur le terrain. Le problème, c'est pas considérer simplement qu'elles sont magnifiques, c'est de regarder si elles sont également efficaces. Alors elles peuvent être magnifiques et efficaces. Elles peuvent être magnifiques parce qu'elles intéressent tout le monde et ça crée un intérêt partagé. Mais est-ce que l'intérêt partagé suffit à dire que sur cette base-là, les apprentissages sont plus efficaces, l'enseignement est plus efficace? C'est tout un ensemble de questions que nous allons traiter avec une hypothèse de départ qui est évidemment que
il faut approprier, apprivoiser, utiliser, instrumentaliser cet outil aux fins d'amélioration de nos objectifs, qui sont nos objectifs d'enseignement et de formation. Alors Emmanuel Davidenkoff lui parle de tsunami numérique qui impacte violemment nos sociétés. L'économiste Daniel Cohen, lui, dit que tous les emplois qui sont construits sur des activités répétitives sont menacés et que les nouvelles générations devront inventer des emplois créatifs. Quel est votre regard, vous, sur cette révolution ? Mais ce qui est dit là, alors pardon, hein, c'est une banalité liée aux faits, c'est une réalité. Hein. On est dans une révolution numérique, hein, et on est dans une révolution de société, en train de changer de paradigme, c'est une réalité. Il faut réagir de façon urgente ? Il faut réagir de façon urgente, oui. Il faut réagir de façon urgente pour une chose simple. D'abord, dans un premier temps, ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une culture étendue et partagée autour des enjeux du numérique. Que les gens sachent ce qu'ils font quand ils acceptent un certain nombre de choses, quand ils rentrent dans des univers de capteurs, etc. Bon, on a la nécessité d'avoir une lucidité de nos comportements. Bon, ça, c'est et aujourd'hui, ils ne le savent peut-être pas tous. Oui, mais non, mais bien sûr que non. C'est pour ça que l'école a une vraie responsabilité. Par ailleurs, il est évident que l'organisation du travail est modifiée. Les usines digitales 4.0, on y est. Je veux dire, donc on n'aura plus des hiérarchies verticales, mais des hiérarchies plates. Le temps de travail va se calculer comment ? C'est quelque chose de plus compliqué, puisqu'on n'a plus la même unité de lieu, unité de temps n'existe plus dans le travail. On travaille tout le temps, on peut... Bon. Donc c'est une autre organisation du travail. Donc il y a la nécessité de réfléchir pour l'éducation nationale, évidemment, à comment on forme nos ingénieurs, comment on forme nos cadres, comment on forme nos techniciens, comment on forme nos opérateurs, dans cet univers qui est en train de changer. Pour prendre l'exemple de l'entreprise. Mais pour prendre l'exemple de l'hôpital digital demain, c'est quand même la responsabilité du citoyen par rapport à sa propre santé préventive, parce qu'il saura un certain nombre de choses sur son devenir éventuel sur le plan de sa santé, comment on va gérer sa santé. On aura un certain nombre de capteurs, aujourd'hui on les a, dans votre montre, vous pouvez avoir demain votre taux de glycémie, votre décharge d'insuline par transfert de votre iPhone, enfin bref. Donc on est en train de changer, c'est une révolution dans le domaine de la santé, c'est une révolution dans le domaine des organisations, c'est une révolution aussi dans le domaine de l'éducation. Oui, mais de l'éducation, mais aussi dans le domaine du secteur tertiaire. Quand Daniel Cohen parle de la destruction d'emplois, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire qu'avec le big data, c'est-à-dire la capacité de réunir des données de provenance plurielle et de pouvoir les traiter massivement, demain, les conseillers juridiques, les problèmes des assurances, des banques, il va y avoir un certain nombre de secteurs tertiaires. Les cols blancs aujourd'hui vont probablement être dans une situation qu'ont connue les cols bleus à l'époque de la robotisation, de l'automatisation dans l'industrie. Bon, simplement on le sait. Et il y a la nécessité de mettre en place les dispositifs qui vont permettre non seulement de gérer la phase de transition, et puis évidemment l'émergence de nouveaux emplois, et dont une réflexion nécessaire sur la formation de base à faire partager par tout le monde, pour qu'en effet on puisse, sur ces nouvelles bases de connaissances, être capable d'équiper demain des métiers nouveaux, et il y aura des métiers nouveaux ouverts, qui sont aujourd'hui ouverts par le numérique. Donc on est dans un moment de transformation, et donc il faut être extrêmement attentif. C'est la raison pour laquelle moi je me suis engagé dans cette démarche, parce qu'il faut faire une prise de conscience que notre appareil de formation doit évidemment anticiper tout ça. Et pour pouvoir l'anticiper, il faut le connaître. C'est une première phase. Et il faut connaître les enjeux de l'univers numérique et de la société numérique dans laquelle on est en train d'entrer. C'est une des raisons de cette mission aussi.